Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, après son décryptage des enseignements du baromètre de la data et de l'IA de l'Observatoire Data Publica, Simon Chignard a bien voulu revenir nous faire un décryptage des nouvelles règles du jeu data et IA en Europe. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, technique et bien sûr politique. Cause commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune-au-singulier.fm, sur notre app mobile, Android ou iPhone, et bien sûr la bande FM à Paris, 93.1, le DAB+, si vous nous écoutez de manière nationale, et sur votre plateforme de podcast préférée. Merci, Monsieur Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté. Merci pour tous les outils que vous nous mettez à disposition. Chers auditeurs, nous n'avançons que grâce à vous et à votre grand pouvoir, celui du partage et du like. Si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et partageant cette émission. Nous adorons aussi vous lire en commentaire, à la fois sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur LinkedIn. C'est notre seule récompense et ça nous fait connaître parce que ça manipule les algorithmes. Et C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. si vous n'avez pas encore écouté le décryptage du baromètre 2025 de l'Observatoire Data Publica sur la data et l'IA par Simon Chignard, il n'est jamais trop tard. Vous le retrouverez parmi nos précédentes émissions. Après ce décryptage, j'ai proposé à Simon de nous faire un tour d'horizon des règles du jeu data et IA en Europe, dont il est un spécialiste, et il a gentiment accepté de revenir nous voir pour nous parler de tout ça. Donc nous repartons d'une note publique qu'il a commise fin 2024. On va mettre le lien en description de cette émission, mais on va un peu l'agrémenter et l'enrichir. Et puis, si nous sommes sages, mais uniquement si nous sommes sages, et que nous avons un peu de temps dans l'émission, Simon nous amènera peut-être dans ses bagages, et on va continuer à voyager avec lui, parce qu'en fait, il fait des voyages exploratoires sur la data et l'IA en Europe. Je pense qu'il va finir par créer un tour opérateur sur ce sujet, parce que ça donne envie à tout le monde. Et comme ça, on va pouvoir se comparer aux autres, parce que c'est toujours intéressant de se comparer pour mieux se comprendre. Bon, vaste programme, mais notre guide est un expert, et notre guide est un grand pédagogue. Bonjour, Simon Chignard. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être avec nous une nouvelle fois dans le studio de Cause Commune à Paris. Alors parlez-moi d'IA, Simon. Alors, pour aborder cette question pointue des règlements européens, peut-être pouvons-nous commencer par le règlement bien connu de tous, le père de tous les règlements européens sur le numérique, le RGPD. C'est le grand précurseur depuis 2018 de la régulation du numérique européen. Alors est-ce que c'est un règlement qui a été bien ficelé, utile? Est-ce qu'on peut en faire un étalon maître? Alors c'est vrai que le RGPD, que tout le monde connaît comme son acronyme, mais sans forcément savoir très bien d'ailleurs ce qui se cache derrière cet acronyme, c'est déjà un fait important, c'est le texte européen le mieux connu des citoyens européens. Quand on leur demande, vous les arrêtez dans la rue, vous dire si je vous dis Europe et puis texte et droit, vous allez me dire quoi? Bon, la plupart d'entre eux, soyons honnêtes, ne répondront rien, mais certains vous diront RGPD. Donc c'est le texte le plus connu. C'est à force de cocher des cases, non? Ouais, exactement. Et ça, c'est pas exactement le RGPD d'ailleurs. Ah. Mais c'est vrai que c'est le texte qui est le plus connu et c'est à la fois aussi le texte qui, je crois, a fait le plus réfléchir le régulateur européen, la Commission européenne, le Parlement, quand il s'agit de réfléchir maintenant à une régulation du numérique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos vies professionnelles et personnelles, on est souvent confronté à cette opt-in de la donnée personnelle. Et tout de suite, on a cette espèce de case qui s'allume sur le RGPD. Alors, du coup, le RGPD, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut garder de ce que ça nous a apporté pour les réglementations qui sont venues après? Et est-ce qu'au contraire, il y a des choses où on se dit « Oh là là, ça, on n'aurait jamais dû le faire comme ça » et du coup, on ne l'a pas refait comme ça?
Alors c'est très précisément la question qui s'est posée au niveau européen entre 2019 et 2024. Pourquoi ces dates ? Parce qu'en fait, ça correspond, vous savez qu'on a voté l'an dernier, en 2024, pour le nouveau Parlement européen, et donc le précédent avait été élu sur la période 2019-2024. Et pendant cette période, on a passé beaucoup de textes autour du numérique. Jamais d'ailleurs autant de textes dans l'histoire européenne. Donc il y a eu beaucoup de choses sur l'IA, sur les grandes plateformes, sur la donnée. On va en parler de tout ça. Mais le point de départ de cette frénésie, certains diront, c'était la question de se dire, mais est-ce que le RGPD a été plutôt un succès ou plutôt un échec, pour le dire c'est ça, oui. un peu difficilement. Et c'est vrai que il y a vraiment deux manières de regarder les choses, et elles sont assez complémentaires. D'un côté, on pourrait commencer par un chiffre, c'est le montant des amendes infligées au titre du RGPD, 4 milliards d'euros quand même. Ah, ça rapporte. Donc on est vraiment sur des montants importants. À la fois, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de problématiques et beaucoup de problèmes rencontrés, mais voilà. Donc ça, c'est peut-être le signe que le RGPD, effectivement, a permis un certain nombre de choses. Mais il est vrai aussi que le RGPD a rencontré des difficultés d'application assez importantes. Deux principales. La première, c'est l'idée qu'un peu, en gros, tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est-à-dire que je sois une association, une petite PME, ou que je sois une très grande plateforme, les règles sont les mêmes. Et le deuxième problème, et qui était majeur, et ça a beaucoup fait réfléchir au niveau européen, c'est le fait que dans l'architecture, on a dit que finalement, les gros problèmes, ils allaient être traités là où sont installées les grandes entreprises du numérique. Et les grandes entreprises du numérique, en Europe, elles sont installées en Irlande. Pour des raisons ? Pour des raisons fiscales, majoritairement. Alors, peut-être d'autres diront pour le climat ou la proximité avec les États-Unis, mais elles sont en Irlande. Et l'Irlande, du coup, j'allais dire, a quand même une motivation à aller réguler tout ça qui est pas la plus forte. Il y a un exemple célèbre qui a toujours beaucoup amusé aussi, quand il y a quelques années, il y a une décision de justice européenne qui imposait à l'Irlande d'aller réclamer plusieurs milliards d'euros d'impôts non collectés à Apple. Et le gouvernement irlandais a dit non, surtout pas. Voilà. Alors, bon, on imagine ça en France quand même. Un gouvernement qui dirait non, je ne vais pas aller chercher les milliards qu'on m'attribue parce que je ne veux pas me fâcher avec les big tech. Alors, entre 2019 et 2024, donc cette mandature particulière de l'Europe, qui a produit autant de textes, qui a produit beaucoup de textes, pourquoi on s'est retrouvé avec autant de textes à produire sur cette période-là, finalement, sur le numérique ? Je crois que c'est la conjonction peut-être de deux éléments, de facteurs. Le premier, c'est que le numérique, il a pris quand même beaucoup de place dans plein de domaines, en matière bien sûr de cybersécurité, de marché numérique, de désinformation, d'intelligence artificielle. Il y a eu tout ça, donc ça a appelé plus de règles. Mais le deuxième, je crois que c'est aussi une prise de conscience de la dépendance de l'Europe et des économies européennes vis-à-vis des très grands acteurs qui sont des acteurs américains essentiellement. Voilà. Ce qu'en France on appelle les GAFA ou les GAFAM, alors maintenant ça a changé, mais ce que partout ailleurs en Europe on appelle les big tech. Voilà. Donc c'est plutôt connu sous le nom de big tech. C'est en fait le fait de se retrouver un petit peu en tenaille entre les États-Unis d'un côté et puis la Chine aussi potentiellement. Oui, ça en tout cas c'est le point de vue qui prévaut dans ces années-là. Alors après, depuis que l'arrivée de Trump, mais peut-être on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cette émission, mais les choses ont encore changé. Mais en tout cas, l'idée d'assumer un certain rapport de force. En tout cas, c'était l'idée entre 2019 et 2024. Dans la note dont on parle et qu'on partage en description de cette émission, vous dites que finalement, il y a une logique particulière à la régulation européenne en 3 points. Si vous pouvez nous partager ces 3 points de la logique européenne de la régulation. Peut-être un point important, parce que pour comprendre un peu ces textes, il faut voir un peu... Il y a un point qui me semble majeur, c'est cette idée d'avoir une approche par les risques. Qui n'était pas vraiment celle du RGPD. C'est-à-dire que le RGPD, c'était plutôt une approche au sens de, il y a des droits. Vous avez un droit d'opposition, vous pouvez dire, non, je ne veux pas. Vous avez un droit à la rectification, par exemple, il y a des droits. Là, l'approche par les risques, elle est différente. L'exemple typique, c'est pour le règlement sur l'IA. Oui.
On va revenir. où, au niveau européen, on s'est dit, bah, tiens, on va plutôt regarder les applications possibles. Par exemple, bah, tiens, reconnaître les émotions sur le lieu de travail. Est-ce que, peut-être une dystopie, un rêve de patron fou qui dirait, tiens, je vais regarder, je vais mettre des caméras dans le hall d'entrée, puis on va voir si les gens ils sont contents d'aller au boulot. Bon, bah ça, en Europe, on a dit, non, c'est pas possible, c'est interdit, c'est un risque important, voilà. À l'inverse, peut-être de dire, si je veux mettre un chatbot sur le site de ma commune, de mon association, est-ce que c'est un risque limité, pas limité? Puis là, l'obligation, ça va juste être de le faire savoir, c'est-à-dire de pas induire en erreur quelqu'un qui discuterait avec un chatbot croyant parler avec un conseiller en chair et en os derrière. Donc c'est ça, c'est cette idée d'approche par les risques plutôt en disant, plus c'est risqué, plus c'est encadré, moins c'est risqué, de facto, moins c'est encadré. Et la régulation derrière, elle est proportionnée également? Oui, c'était l'idée en tout cas, proportionnée au sens de dire, il y a quand même des acteurs qui ont une capacité... alors, l'Europe ne le dit pas comme ça, mais moi je vais vous le dire comme ça, une capacité de nuisance plus forte que les autres. Voilà. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'idée de risque qu'on appelle systémique. C'est l'exemple typique des gros modèles d'IA générative. Où on va dire, en fait, là, le risque d'un gros modèle d'IA générative, ça peut être effectivement des biais, de la discrimination, de la désinformation, de la création de contenu haineux, et j'allais dire les 7 plaies d'Égypte, mais il n'y en a pas que 7, il y en aurait beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, c'est cette idée de dire, quand même, il y a des grands acteurs. Autre chose, une autre régulation, il y a des grandes plateformes qui contrôlent l'accès à un marché. À Amazon, aux États-Unis, mais même en Europe, c'est une part du e-commerce qui est considérable. Donc, ils ont la capacité d'avoir le droit de vie et de mort sur plein de petits commerçants qui seraient sur Amazon. Voilà. Donc, ça, c'est aussi cette idée-là derrière d'avoir cette approche proportionnée en disant, pour les plus gros, les règles vont être plus dures. Donc si maintenant on regarde un petit peu donc, tous ces règlements au fur et à mesure et qu'on regarde en premier ceux qui concernent la data, c'est quoi finalement le Data Act et le Data Governance Act? Oui. Governance Act. Il y en a deux. En tout cas, c'était comme ça dans la période 2019-2024. Maintenant, ils sont en train d'être fusionnés. On pourra y revenir. Il y en a deux. Finalement, quelques petites nouveautés, mais assez légères. Par exemple, il y a une nouveauté, moi, qui me semble intéressante autour de l'idée de l'altruisme de données. Qu'est-ce que c'est l'altruisme de données? C'est, par exemple, un projet concret qui existe. Du côté de Bruxelles, la communauté de Bruxelles, autour de Bruxelles, s'est dit, tiens, est-ce que je pourrais pas, pour améliorer la connaissance qu'on a des pratiques du vélo, et donc, ils ont demandé à tous les cyclistes bruxellois, est-ce que vous seriez OK pour partager vos traces numériques, type Strava ou autre, voilà, à des fins d'intérêt général. Voilà. Donc, on est vraiment dans de l'altruisme au sens, je donne, non pas de ma personne, mais je donne un peu de mes données pour faire progresser le bien commun ou peut-être d'autres problématiques. Et ces règlements encadrent cette pratique, du coup? Eh bien, le règlement, en tout cas, il lui donne une base qui vise à justement renforcer la confiance. C'est-à-dire, en gros, l'idée, si je fais de l'altruisme de données, j'ai besoin de savoir vraiment qui est l'organisation qui est derrière, comment elle va utiliser les données, est-ce qu'elle ne va pas en faire un mésusage, voilà. Et tout ça, ça fait partie des choses que ces règles européennes essayent d'encadrer. C'est aussi des règlements qui ont essayé de proposer un cadre aux acteurs privés, toujours dans l'intérêt général, pour partager leurs données? Alors, c'était l'ambition, ouais. Je dois dire que le vent est en train de tourner, mais il y avait une ambition, en tout cas affichée, qui était de dire, peut-être qu'il y a des fois où le secteur public a besoin d'accéder à des données du secteur privé et qu'il n'a pas à les payer. Alors, c'est un peu ça le sujet, c'est est-ce qu'on les paye ou est-ce qu'on ne les paye pas. Je donne juste un exemple. Dans le sud de la France, peut-être, Jean-Philippe, vous avez déjà été confronté à ça. Chaque été, autour des Cévennes, il y a ce qu'on appelle les épisodes cévenols. Donc, c'est des pluies intensives et il pleut. Mais pourtant, là, vous parlez à un Breton, mais il pleut des caisses et des caisses. Bon. Et c'est très soudain et c'est très violent et il y a souvent, malheureusement, des dégâts très importants. Bon. Et là, l'idée était de dire, est-ce que, par exemple, une ville dans le Gard ou dans l'Hérault, est-ce qu'elle peut accéder, parce que c'est dans une situation d'urgence, aux données de toutes les autoroutes
qui parcourent le territoire. Voilà. Ils ont besoin de savoir, il y a combien de voitures là tout de suite. Là, l'épisode, il vient de se passer, mais potentiellement, il y avait combien de gens qui étaient concernés. Voilà. Et bien là, le mécanisme visait justement à permettre d'accéder facilement à ces données pour dire c'est une urgence. Donc, il y a une situation d'urgence, ça requiert, comme un droit de réquisition quelque part. C'est ça. Et du coup, le résultat, c'est que c'est pas vraiment applicable ou appliqué? Et ben, le résultat, c'est que avec les nouvelles orientations prises, notamment à travers l'omnibus, mais on va en parler, je crois, juste après. C'est vrai que voilà, cette ambition, elle a été largement réduite, quoi. Voilà. D'accord. Donc il y avait pas mal d'ambition, pas mal de volonté sur ce partage de données, et aujourd'hui, ça va changer. On va en parler juste après. Autre règlement majeur, là, en plus, on est chez nous, hein, l'IA Act. Donc là, est-ce que vous pouvez nous le réexpliquer? Je pense qu'on l'a déjà expliqué à ce micro, mais est-ce qu'on peut refaire un point sur comment ça a été construit, finalement, l'IA Act? Qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ben, en vous parlant de l'IA Act, ça va me permettre de redire, ou de dire plutôt quelque chose que je n'ai pas encore dit depuis le début de notre conversation, qui est la question du temps. Combien de temps ça prend pour faire un texte, en fait, au niveau européen? C'est très long. Le RGPD, il s'est passé 7 ou 8 ans entre le moment où on a dit, bah tiens, on va faire un texte là-dessus, hein, et le moment où il est rentré en vigueur. 7 ans. Donc c'est très long. Donc vous prenez un sujet comme celui de l'intelligence artificielle, et puis vous dites, où est-ce qu'on en était il y a 7 ans? Je pourrais vous poser la question, Jean-Philippe. Ouais. Bah, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui, c'est sûr. Bon. Mais ça explique aussi que finalement, dans le règlement IA, il y avait cette idée, l'image qu'on voit la plus souvent, c'est la pyramide, Oui. et elle est vraie, c'est la pyramide des risques. Des Voilà. risques, ouais. Il y a des risques pas importants, voilà. Proposer un chatbot, avoir un filtre de spam, faire des choses assez simples. Bon, bah là, il n'y a pas d'encadrement, il y a un code de bonne pratique, mais c'est très simple. Et puis au-dessus, il y a des risques, par exemple, créer une image générée par une intelligence artificielle générative. Là, il faut le mentionner. Et puis après, on va dire, est-ce que j'utilise une IA pour traiter des CV? Ah oui, là, c'est un risque qui est déjà plus important. Donc là, il y a des règles un peu plus précises. Et puis enfin, c'est l'exemple typique de la reconnaissance d'émotions sur le lieu de travail ou sur le lieu d'enseignement, ou alors de la notation sociale, que les Chinois aiment beaucoup. Les Chinois, non, mais le pouvoir chinois aime beaucoup. Les Chinois, je ne pense pas qu'ils aiment beaucoup. Ça, c'est interdit. Bon, très bien. Ça, c'était le premier point, et ça fonctionnait bien. En tout cas, dans l'esprit, ça fonctionnait plutôt pas mal. Et puis un jour, ChatGPT nous est tombé dessus. Et ChatGPT, il n'a pas épargné non plus l'Europe. Donc à un moment donné, de se dire, mais nous, notre approche là, avec une pyramide qui est liée à des applications, qu'est-ce que je fais? Et comment ils ont géré ça, l'Europe, alors, du coup? Précisément, c'était la question, comment je vais gérer le fait que j'ai des technologies ou des systèmes là qui peuvent servir à faire plein de choses un peu différentes. Eh bien, ils ont repris l'idée qu'il y avait déjà dans d'autres textes, qui était cette idée de risque systémique. C'est-à-dire de dire, finalement, la société OpenAI et d'autres, elles font des modèles tellement gros qu'elles devraient avoir des obligations spécifiques parce qu'elles font des très, très gros modèles. Voilà. Et donc, du coup, elles sont suivies de manière Et donc, elles sont suivies. précise. Alors, on a appris de cette histoire irlandaise quand même. Vous voyez, hein, on ne fait pas complètement les mêmes erreurs, puisque typiquement, les grands modèles, les plus gros acteurs du marché sont suivis directement au niveau européen et non pas dans le pays où ils sont implantés. Ouais. Sinon, l'histoire se serait sans aucun doute répétée, pour être très honnête. Ça serait passé du Dublin. Ok. Très bien. Et donc, typiquement, sur les sujets qui concernent les collectivités, on a eu très peur. Nous, on parle beaucoup de collectivités territoriales ici, et puis de tiers secteurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de peurs, beaucoup de craintes sur l'IA Act. Qu'est-ce que ça allait permettre ou pas, machin. Finalement, pour les collectivités, l'IA Act, ça n'a pas une grande conséquence, ça n'a pas un grand impact, non? Alors, c'est écrit d'ailleurs dans la note, je crois, on dit beaucoup de bruit pour rien, point d'interrogation. J'insiste sur le point d'interrogation. En fait, ça dépend du rôle de la collectivité. Combien de collectivités véritablement vont développer un système d'IA en propre? C'est-à-dire, voilà, elles ne vont pas l'acheter, elles vont vraiment le développer avec leurs équipes internes, tout, objectivement assez peu. Oui. Par contre, elles vont acheter des systèmes d'IA où là, oui, elles vont devoir demander, ou en tout cas, celui qui lui vend le système d'IA va devoir lui dire, voilà, moi, je respecte bien telle ou telle chose. Mais ça, à mon avis, c'est qu'une petite partie du problème, ou de la question. Une partie plus large, c'est que,
avoir un règlement, de la même manière que le RGPD, il a beaucoup fait pour ancrer dans l'idée des gens que ah oui, j'ai une question de vie privée en ligne. Là, l'IA Act, il va, je crois, aussi avoir un impact sur l'opinion publique et sur la manière dont on aborde l'IA en Europe. Et puis, désormais, il y a Omnibus. Alors, Qu'est-ce que c'est Omnibus. qu'Omnibus, Simon? Alors, Omnibus, c'est l'une des petites particularités de l'approche européenne. C'est que je vous avais dit, donc tous ces textes, c'est 2019-2024. Ouais. Depuis 2024, il y a eu des élections au Parlement européen. Et la nouvelle commission, toujours dirigée par l'Allemande Ursula von der Leyen, a un peu, j'allais dire, revu à la baisse l'ambition. Donc l'omnibus, c'est un texte qui, en fait, il porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il est censé reprendre tous les autres textes et essayer d'apporter un peu de convergence, de nettoyer, de simplifier, choses comme ça. Voilà. Sauf que là, l'omnibus tech qui a été présenté en novembre 2025 par la Commission européenne, il va un peu plus loin que ça. Et on a, par exemple, une redéfinition de ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. On a des obligations moins fortes pour les grands acteurs de l'IA que ce que c'était auparavant. On a la fin de la possibilité d'accéder à des données en cas d'urgence. Voilà, c'est très, très limité. Enfin, ça ne va pas véritablement, je pense, dans le sens de plus de droits et de protection pour les individus, mais ça va plutôt dans le sens plus de facilité pour les grands acteurs de l'IA. Et on sait pourquoi? On se l'explique, ce retour en arrière? Il y a des grandes raisons qui font qu'on se pose ces questions-là et on se dit on est peut-être, il faut reculer? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison majeure, peut-être qu'on ne voit pas si bien que ça en France, mais qui, moi, me frappe beaucoup en voyageant en Europe et notamment en Allemagne, c'est la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine, alors vous allez me dire, on n'est pas du tout dans le numérique, a priori. Mais en fait, la guerre en Ukraine, elle a un gros impact, notamment sur l'Allemagne. Et quand même, il y a une grande partie de la régulation européenne qui se pense aussi à partir de l'Allemagne. On fait beaucoup cocorico en France, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à partir de l'Allemagne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne, finalement, ces 15 dernières années, notamment avec Angela Merkel, elle s'est construite sur un modèle assez simple qui était « j'achète du gaz russe pas cher ». Il y avait même un oléoduc, un Nord Stream, qui amenait un gazoduc, qui a explosé. J'achète du gaz russe pas cher, et avec ce gaz russe pas cher et une main-d'œuvre très qualifiée en Allemagne, je fabrique des belles voitures, des BMW, des Mercedes, que je revends très cher en Chine. Et puis en plus, je ne mets pas d'argent, contrairement à la France, dans ma défense, parce que j'ai le parapluie américain. Voilà. Et là, depuis la guerre en Ukraine, change un peu. Les trois piliers s'écroulent, en fait. Voilà. Et donc, il y a eu des élections en Allemagne et où la droite qui est arrivée au pouvoir est vraiment en train de dire finalement, si on veut s'en sortir, peut-être qu'il ne faut pas trop se fâcher avec les Américains. Voilà. Et donc, la guerre en Ukraine, plus l'arrivée de l'administration Trump, et vous voyez bien que l'administration Trump, elle pousse quand même très fort en faveur des big tech et de ces grands acteurs-là. Et puis, la dernière raison, je crois, c'est que j'ai l'impression, moi, et c'est peut-être la bonne émission pour le dire, mais que l'IA rend tout le monde un peu fou. Mais c'est la bonne émission pour le dire. Ça rend tout le monde un peu fou, notamment cette idée qui... En tout cas, il ne me semble pas vraiment fondé qu'on est à quelques mois ou à quelques années d'avoir un système super intelligent. Même la présidente de la Commission européenne l'a dit. Il croit. Voilà, d'y croire. Et donc, si on se met là-dedans, ça a une certaine logique. Si on se met dans quelque chose qui me semble complètement fou, mais si je me mets là-dedans, pourquoi mettre des règles si on est tout près d'avoir résolu tous les problèmes du monde? Et qu'on soit dans les premiers à le faire avec les autres. Et oui, qu'il faut être les premiers, que l'idée que ce soit la course est quelque chose de très... Mais ça, il n'y a pas que... Enfin, tout le monde le dit, le président de la République, au moment du sommet IA, avait fait une interview à la télé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Jean-Philippe. Bien sûr. Il avait fait une petite interview pour parler d'IA et il avait employé le terme « course » à 8 reprises. Ça m'avait frappé. Écoutez, voilà, vous l'avez dit en tout cas à ce micro. Et vous avez aussi évoqué du coup votre bonne connaissance de l'Allemagne, parce que vous y allez souvent. Alors, est-ce que vous nous emmenez un peu dans vos valises
Si on fait un tour d'Europe avec vous, au moins sur 2 destinations, Berlin et Vienne, qu'est-ce qu'on y apprendrait de différent de la France et de Paris potentiellement? Voilà. Qu'est-ce que vous y avez appris à Berlin du point de vue de la data et de l'IA? Alors moi, ce qui m'a frappé à Berlin, c'est l'approche qu'on a de la vie privée. En Allemagne n'est pas du tout la même qu'en France. Alors, je vais commencer par une anecdote, mais j'ai eu la chance de travailler avec des équipes d'Allemands et de jeunes Français, de jeunes Allemands qui travaillaient ensemble. Et un jour, à table, à la fin d'un repas, on parle de quelque chose et moi, je dis « Ah bah tiens, oui, ça me rappelle mes 3 enfants à la maison. » Et tout le monde était très gêné. Et on m'a dit « Tu sais, on ne parle pas trop de sa vie privée au boulot. » Alors qu'on se connaissait. Enfin, ça m'avait vraiment très surpris. Oui. Et ça m'avait d'autant plus surpris que j'ai appris après qu'il était courant, alors tout le monde ne le fait sans doute pas dans toutes les entreprises en Allemagne, mais qu'il était courant d'aller au sauna en sortie d'entreprise. Voilà. Or, les saunas en Allemagne, et je peux vous recommander quelques bonnes adresses, sont des saunas mixtes et non textiles. Très bien. Donc, plus clairement, on est tout nu. Et donc, moi, français, je me suis dit, c'est quand même un super pays où on peut aller tout nu avec son collègue de bureau. C'est très agréable, le sauna. Mais pas lui dire qu'on a 3 enfants. Mais pas dire qu'on a 3 enfants, voilà. D'accord. Je m'étais dit, c'est fantastique, on est quand même en Europe et on vit avec des voisins qui ont des règles ou des valeurs qui sont différentes des nôtres. Autre élément également que vous avez découvert. Autre élément sur l'Allemagne, je crois que la société civile, notamment en matière numérique, est super organisée. Et militante. Très militante. Je crois qu'il y a de toute façon un rapport à l'État qui est un peu différent. C'est-à-dire que finalement, il y a plus de choses qui sont faites par la société civile, par les grandes fondations aussi, des fondations politiques ou autres. Et ça, c'est très très fort en Allemagne. Merci pour ce partage. Et à Vienne, alors, qu'est-ce que vous avez appris sur les Autrichiens ? Alors, sur les Autrichiens, je pense qu'ils partagent quelques éléments avec les Allemands, mais mon souvenir de Vienne, finalement, il est lié, vous allez voir, à l'IA, mais c'était pas immédiat. C'est que je suis allé visiter un musée d'un artiste autrichien qui s'appelle Hundertwasser. Et Hundertwasser, c'est une sorte de Gaudi, je ne sais pas si vous êtes allé à Barcelone, Jean-Philippe, mais Gaudi a fait plein de choses, il a fait des maisons, il a fait plein de trucs. Voilà. Donc Hundertwasser, c'est le Gaudi autrichien. D'accord. Et notamment dans son musée, qui est une maison qu'il a construite lui-même, il y avait des œuvres d'art côte à côte et moi, je suis resté vraiment longtemps à regarder ça et me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, Hundertwasser a essayé de se dire comment je pourrais utiliser... Donc, il est mort en 2000. Donc, il est né en 28 et il est mort en 2000. Et il s'est dit comment je pourrais utiliser les techniques modernes. Donc là, en l'occurrence, c'était des techniques de production de masse, tout en restant un artiste. Et donc, il a fait une affiche. Et sur cette affiche, avec différentes techniques, il a fait varier à chaque fois soit une couleur, une deuxième couleur, une technique, puis une autre. Et à la fin, il a fait 10 000 versions de cette affiche. Il n'y en a pas 2 versions qui sont identiques. Il a mis 2 ans pour le faire, dont 18 jours juste pour signer chacune des affiches. Et il a dit, c'est une victoire de l'homme sur la machine. Et ça, Hundertwasser, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tous les débats qu'on a sur l'IA générative qui crée des images, est-ce que c'est original, est-ce que c'est unique, est-ce que c'est de la création, est-ce que c'est pas de la création, je me suis dit, le gars avait déjà perçu ça, en fait. Et je me suis dit, j'aurais adoré qu'il ait pu découvrir ces outils de son vivant. Peut-être qu'il en aurait fait quelque chose de très différent de ce qu'on en fait. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces partages. C'est l'heure de conclure. Vous savez très bien que cette émission est courte, toujours. On est toujours un peu surpris de la fin de cette émission. Merci beaucoup, Simon, d'être venu décrypter ces règles européennes parfois complexes et d'avoir partagé vos explorations européennes. J'espère qu'un de ces jours, vous organiserez vraiment ce tour d'Europe de la data et de l'IA en bus, peut-être, quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode, manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. N'hésitez pas à partager Parlez-moi d'IA autour de vous. Tiens, par exemple, à qui vous pourriez recommander Parlez-moi d'IA ? Posez-vous la question, n'hésitez pas, vous lui envoyez ça par un petit mail, un petit lien, un petit message sur une messagerie. Et puis voilà, c'est déjà un très bon partage. On adore aussi vous lire et lire vos commentaires sur Apple Podcasts et Spotify ou LinkedIn, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.